Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on accueille Amani sur le podcast. Amani et moi, s'étaient déjà croisés à Bordeaux, donc en septembre. Et puis là, on a eu l'occasion d'être à Lyon en même temps. Donc on a pu enregistrer cet épisode en live. L'épisode de la semaine dernière, il y avait un peu de latence. L'épisode que j'ai fait avec Thomas de Lock Invest, ça a été mon épisode qui a le mieux marché pour une première semaine. Donc merci à tous pour les écoutes. Frôler 2 fois la faillite en immobilier, visiblement, ça vous a bien inspiré. Et là, donc aujourd'hui, on accueille Amani. Vous savez, j'adore avoir des investisseurs de partout dans le monde. Si vous en connaissez, vous pouvez bien sûr me les communiquer. Donc j'adore avoir des investisseurs de partout dans le monde. Et Amani, elle a la double casquette d'investisseuse en France, en région toulousaine et en Tunisie. Donc vraiment un super parcours. Elle est vraiment, faut dire ce qui est, elle est hyper active. Elle a tellement de projets, elle a des sociétés d'investissement clés en main, de rénovation. Elle fait de la sous-location. Elle a transposé le modèle en Tunisie. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment tout un écosystème qu'elle a réussi à créer autour de ses investissements immobiliers de chaque côté de la Méditerranée. Donc incroyable. Tout ce qu'elle arrive à faire, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai l'impression que j'ai une vie bien occupée. Mais quand elle m'a raconté tout ce qu'elle faisait, j'ai été bouche bée. Donc voilà, on va voir avec elle également comment elle a réussi à faire du marchand de biens. Et elle avait prévu de faire du marchand de biens, mais elle avait prévu de le financer sur fonds propres. Et en fait, via Instagram, elle a trouvé plus d'une centaine de contributeurs qui vont lui permettre de lever l'argent pour faire sa première opération de marchand de biens. Pour ceux qui nous rejoindraient sur le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux. Forcément, les écoutes explosent. Et c'est pas pour rien. Je me présente rapidement. Je suis podcasteur à plus de 100 000 écoutes à présent. Investisseur immobilier depuis 10 ans. Et j'ai deux objectifs. J'avais deux objectifs cette année en 2022. Visiter au moins 10 pays. C'est chose faite. J'ai été dans 11 ou 12 pays. Et acheter au moins 5 biens immobiliers. Donc c'est chose faite. J'ai 5 biens immobiliers. Et là, je dois appeler le notaire pour mon 6e bien immobilier. Donc voilà. Objectif rempli. Pour l'an prochain, on verra les visites de pays. Ça, c'est sûr que je vais conserver. Les biens, j'en ai acheté. J'ai levé quand même pas mal de dettes cette année. On va voir comment j'arrive à enchaîner l'année prochaine. Là, je commence à avoir un beau petit paquet de lots. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, voilà. Mes deux gros objectifs de l'année sont remplis pour le moment. Je suis ravi. Si vous voulez faire des gros billets, comme moi, voilà. J'ai un programme, une formation qui s'appelle Négocier pour faire des gros billets. Elle est disponible donc, sur le site www.grosbillets.com/négo, donc gros billets au pluriel, donc www.grosbillets.com/négo. Merci à tous ceux qui ont rejoint. Franchement, vous avez été vraiment nombreux cette semaine et notamment entre vendredi et dimanche à rejoindre le programme. Donc dans ce programme, je vous explique 10 techniques que j'ai appliquées. Donc c'est pas des techniques que j'ai lues dans des livres ou bullshit, c'est des techniques que j'ai appliquées. La plupart elles me sont venues de mon esprit qui va à 1000 à l'heure. 10 techniques qui m'ont fait gagner des centaines de milliers d'euros au cours des 5 dernières années. Pour vous prouver mes dires, on est là 100% pépite, 0% bullshit. Donc pour vous prouver mes dires, sur la page, si vous allez donc sur grosbillets.com/négo, vous allez voir, j'ai mis 8 extraits notariés, des actes notariés où il y a bien indiqué que les vendeurs ne font pas de plus-value, ou alors je vous explique combien l'appartement il me rapporte, combien je l'ai payé. J'ai acheté beaucoup d'appartements à moins de 100 000 euros, c'est les exemples que j'ai pris. J'ai aussi eu des appartements beaucoup plus chers, à plus d'1 million d'euros. Il y a aussi l'extrait sur la page grosbillets.com/négo. Voilà, je suis pas là pour vous mentir, je vous adore la communauté. C'est grâce à vous que je continue toutes les semaines à produire un épisode, en dépit de toutes les circonstances et de toutes les péripéties de la vie. Donc je suis pas là ni pour vous arnaquer, ni pour vous saigner. Cette semaine, on m'a dit, ce week-end, que ma formation était pas assez chère. Et les gars, pas assez cher, j'y crois pas. Alors que moi, mon but dans la vie, c'est de faire des gros billets, mais pas sur votre dos, plutôt sur le dos des personnes qui louent mes biens de qualité. Et surtout, en achetant des biens vraiment au bon prix. Et donc, dans le programme, je vous explique comment acheter au bon prix, parce que ça sert à rien de négocier moins 30% si le prix affiché il est trop élevé. Donc, il faut bien déterminer le prix d'achat. Et pourquoi est-ce que je me suis concentré sur cette partie de l'achat? Parce que c'est vraiment là où on fait de l'argent en immobilier. Vous pouvez faire de la location courte durée, vous pouvez faire de la colocation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez mal acheté, ce sera pas rentable. Si vous avez bien acheté, vous avez même pas besoin. Il y a des gens qui louent même pas leurs biens. Il y a des gens, ils ont un tellement gros patrimoine immobilier, ils font que des super achats.
ils attendent, ils revendent, ils louent même pas. Donc c'est vraiment à l'achat qu'on fait le plus d'argent. Donc j'explique comment faire. www.grosbillet.com/négo. Sinon, lien dans la description du podcast. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, vous cliquez. Sur YouTube également. Sinon, dans ma bio Instagram, vous avez aussi le lien. Voilà. Et là, je vais mettre un package. D'abord, j'avais fait une offre de lancement. Elle se termine très bientôt. Donc, profitez-en tout de suite dès que vous écoutez. Et sinon, je vais faire un package avec le dossier bancaire. Comment est-ce que je prépare le dossier bancaire pour lever les fonds pour investir. Donc, c'est pas avec un super dossier bancaire. Si vous êtes chômeur, vous allez quand même pas lever d'argent. Mais c'est important. Il y a quelques subtilités. Il y a une façon de présenter. Celle que j'utilise, c'est avec celle-là que j'ai levé beaucoup d'argent. Je vous ferai un épisode peut-être là-dessus si ça vous intéresse sur combien j'ai levé cette année. Mais ça donne le vertige. Hein. Il y a de quoi payer plus qu'une hypercar grâce aux dettes que j'ai pu lever au cours de l'année. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. Voilà. Et quand on achète bien, ça nous dégage beaucoup de sérénité. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc ce week-end, j'étais à Lyon pour le repas des gentlemen investisseurs. Enfin, à Lyon. Le repas était à Brignais, donc c'est pas... Alors pour un week-end, pour aller à un événement, et ben c'est la subtilité, ça nous est égal. Par contre, quand c'est pour investir, et ben c'est pas la même chose, Lyon et Brignais. Mais c'était très sympa, on a pu se garer et tout. J'avais loué parce que j'étais un peu en mode finance perso, là, optimisation. J'ai loué une Citroën C3 parce que je voulais pas mettre trop de kilomètres à ma voiture principale, à mon Audi Cabriolet que je vais sûrement revendre début d'année prochaine quand les beaux jours seront là. Donc j'ai fait louer une C3, j'ai dormi à l'Ibis Budget à 45 €. Voilà, ça change de Budapest il y a 2 semaines, on était invité gratuitement à l'hôtel 5 étoiles. Mais c'est comme ça, le but c'était de voir des gens, c'était de dormir au chaud et c'était chose faite. Et j'étais très content, moi j'adore les voitures, j'aime bien essayer tout ce qu'il y a. Donc, des Porsche en passant par les Citroën C3. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces événements, si vous allez à des événements, c'est génial pour votre vie sociale. Vous rencontrez plein de gens. J'ai rencontré plein d'auditeurs, plein de personnes que j'avais déjà vues, ou aussi on m'a parlé. Franchement, ça s'est enchaîné super vite. Donc à l'événement en lui-même, on était, je crois que Tony il avait annoncé 170 personnes. Je sais pas s'il y avait exactement ce nombre-là, mais il y avait beaucoup de gens. Et c'est vraiment top ce genre d'événement pour votre vie sociale. Moi, c'est un gros retour, ça me fait beaucoup de bien par rapport au podcast de voir que j'ai des auditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent jamais en fait. Et là, je leur parlais, ils me disaient ah bah ouais, je suis auditeur du podcast. Bon, c'était jamais écrit. Donc voilà, merci à cette majorité silencieuse. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Donc il y avait notamment comme toujours Edouard, Mathieu, Mbarek, Abdallah, Christina, Florent, Eric, Steve. Jean-Phi, Séverine, voilà, j'ai parlé avec des personnes de sujets que je connais pas super bien, par exemple la location d'entrepôts, la division de terrain, tout ça. Très intéressant. Donc ce type d'événement, c'est vraiment bien pour prendre des contacts, mais c'est pas là où vous allez développer des super techniques pour faire les bons investissements, parce qu'en fait ça va trop vite. Alors moi, et encore, je m'affiche pas à fond sur les réseaux, mais j'ai dû parler à une cinquantaine de personnes pendant l'événement. Donc c'était voilà, faire des contacts, avoir les retours sur le podcast, c'était génial. Et c'est pas là où on va vous apprendre la technique miracle qui va vous faire une pluie de gros billets. Donc voilà, faut vraiment prendre ces événements pour ce que c'est, rencontrer des investisseurs, bonne dose de mindset, bonne dose d'énergie, mais pas pour trouver le tips qui va vous débloquer dans votre situation. Et pour ça, le jour d'avant, merci à David le plaquiste qui a un réel à plus d'1 million de vues. Il a sur une vidéo de lui en train de poser des plaques de placo, si j'ai bien compris. Il avait organisé un événement, on était une vingtaine la veille. Ça, c'est vraiment beaucoup plus enrichissant d'un point de vue stratégie, développement de votre patrimoine, parler de ce que vous avez, des possibilités qui existent. Donc merci à David d'avoir organisé ça. Et là, on avait donc fait un repas la veille. Il y avait pas mal de poids lourds. Hein. Il y avait les amis Sheikh, Joss et Bertrand. Donc en plus qui sont super forme physique. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes. Le doc Pagineco, Romain qui était passé sur le podcast, Krami que j'avais vu à l'événement que j'avais organisé en Alsace. Et encore plein de gens. Et ça, c'est vraiment essayer de faire ça en fait. Quand vous allez à des événements, il y a l'événement lui-même, très important.
mais essayer en aparté de voir des gens, pareil au petit déjeuner dans l'hôtel. J'ai vu des autres investisseurs, donc de faire des plus petits groupes à d'autres moments, et comme ça, c'est là où vous allez vraiment profiter pleinement de tout ce qui entoure l'événement, et pouvoir combiner votre vie sociale, l'événement en lui-même, passer vraiment du bon temps, et des nouvelles stratégies, une nouvelle façon de voir vos investissements, vos projets. Peu importe là où vous en êtes. À l'événement, il y avait beaucoup de débutants ou qui avaient juste commencé. Donc ça faisait plaisir de les voir. Alors que quand j'avais été à Bordeaux, j'avais remarqué, en tout cas les personnes avec qui j'avais parlé, ils avaient vraiment, j'avais des auditeurs qui avaient 10, 20 appartements. Donc c'était pas tout à fait le même public. Alors je pense que c'est peut-être un hasard en fonction des personnes avec qui j'ai pu parler. Mais voilà, différents stades d'investissement, différentes stratégies. D'abord, on essaye d'acheter. Après, on voit il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le marchand, comme Amani dans cet épisode. Et donc, sans plus tarder, on va passer à la suite avec Amani. Je vous souhaite une très bonne écoute. On a enregistré ça en live le samedi matin. On a pris le temps. Elle était en train de travailler. Bon, voilà, j'étais au week-end alors que j'ai déjà des semaines bien chargées. Tout ça pour vous, pas de latence, que des gros billets. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Amani. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. On est en compagnie d'Amani. Salut là, Amani. Tu te lances, c'est bon. Là c'est bon, on est lancé là. Mais dis donc, je croyais que c'est bonjour. Hello Thibaut. C'est un grand plaisir que je sois avec toi pour ce nouvel épisode de ton podcast. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelles conditions on enregistre le podcast? Je vous donne le cadre spatio-temporel. On est vraiment dans une chambre d'hôtel 16 mètres carrés, peut-être moins, avec une très belle vue. Il y a le beau temps quand même, il y a le soleil, en région lyonnaise. Et la vue, c'est sur le parking de l'hôtel. Donc c'est vraiment chic, sur un petit bureau de 2 mètres carrés. Mais bon, la chambre était pas chère. On est là pour le repas des gentlemen investisseurs qu'on va rencontrer ce soir de nouveau. C'est ça. Et top. Amani, on s'était vu en vitesse à Bordeaux et on s'était donné rendez-vous pour enregistrer un épisode. C'est l'occasion en live. C'est toujours mieux. D'autant plus que l'épisode de cette semaine, j'avais de la latence. J'avais enregistré à distance, donc je me suis dit, je vais pas mettre 2 fois mes auditeurs à rude épreuve de la latence. Si tu peux te présenter rapidement, et j'aime bien pour commencer, pour les présentations, qu'on raconte un premier boulot d'été ou je sais pas, étudiant un peu insolite qui t'a mené peut-être au Bye Bye Patron d'aujourd'hui. Donc, vas-y, je te laisse te lancer. En fait, moi, c'est Amani. Je suis connue sur les réseaux sous le nom de Amani Invest. Du coup, n'hésitez pas à passer. Ça serait un grand plaisir de vous voir sur mon réseau. Alors, je suis ingénieure de formation, mais on verra ça plus tard. Mais je suis entrepreneur, multicasquette aujourd'hui, investisseuse bien sûr, d'où le fait que j'ai connu... Que tu sois invitée aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est ça. On en parlera plus en détail, mais si je peux te raconter direct une expérience, je me rappelle, je suis venue pour faire mes études à Marseille. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs et du coup, en fait, faire du business toujours, ça me titait. Et je voulais être indépendante par rapport à mes revenus, en fait, en tant qu'étudiante. Et je voulais pas que mes parents, en fait, payent mes études. Directement, ce que j'ai mis une annonce. En fait, je suis quelqu'un qui apprend rapidement tout ce qui est manuel. Et je me suis dit, je viens de la Tunisie. Ah, je vous ai pas dit, je suis d'origine tunisienne. Si vous demandez, c'est quoi ce petit accent? Voilà. Du coup, je me dis, allez, moi, je sais très bien, je sais que l'épilation avec la cire tunisienne, ils adorent. Okay. Je maîtrise ça, tout ce qui est pédicure, manicure, soin, voilà, je peux le maîtriser. Et j'ai visé, franchement, les vieilles dames, voilà, dans le quartier. T'as fait ça? Mais ouais, mais je vais te raconter en plus dans la résidence universitaire. Et du coup, j'ai mis l'annonce dans les boulangeries, dans les supermarchés du coin, et j'étais appelée de fou. J'étais même surbookée. Et on avait que des vieilles dames qui entraient et sortaient. Je me rappelle, on avait, tu sais, les chambres étudiantes, que les toilettes, WC et cuisine communes. Et j'avais un grand bureau. Mon grand bureau se met au milieu de la chambre. Je mets mon matelas dessus et c'est ma table d'esthéticienne. Voilà. Et je me rappelle, ça m'a fait en fait un chiffre d'affaires de fou et on était surbookés.
choquée au point d'aller recruter 2 filles du palier, c'était mes amis. Les business au Crous, c'était cool. Au Crous, à un certain moment, on a eu peur parce qu'en fait, on s'est dit, oulala, ils vont quand même le remarquer, les mamies qui font les allers-retours là. Et c'était top, hein. Je me rappelle, je l'ai fait pendant 2 ans. On a fait des chiffres d'affaires de fou et surtout, en fait, c'était y a même pas d'impôt, je m'arrête. T'as tout compris. Voilà, c'était même pas déclaré. Et en plus, je me rappelle très bien, au moment où on a bien avancé dans ce business, moi j'avais postulé pour la bourse d'excellence de la mairie de Marseille et je l'ai eu. Je me dis waouh, en fait, je me suis sentie là, mais c'était riche. multiplier les sources de revenus avant l'heure, quoi. Mais clairement, c'était top. Du coup, voilà, c'est un peu l'expérience. Et ça t'a payé toutes tes études, cette mais activité. tout. Non, mais en fait, j'ai fait une belle économie aussi. Hein. Pas que ça. Et quand je rentre en Tunisie, à chaque fois, même mes parents, ils sont un peu surpris. Mais comment t'arrives à prendre tes billets toute seule? T'arrives à bien manger? T'es sûre? Vraiment, enfin, c'était top. Et je prenais les cadeaux pour tous mes proches de mes propres économies. Grâce à ce business d'esthéticienne, voilà. Mais je pense que ça va pas. Mais je pense que je mettrai en place aussi ce centre esthétique plus tard. Voilà. Mais peut-être dans des locaux plus appropriés. C'est ça, et je paierai d'impôts dessus. Et voilà, au début, on n'a pas d'argent, on est prêt à tout. Moi, je donnais des cours de compta à un fils d'inspecteur des impôts et j'étais aussi payé au black, donc c'était n'importe quoi. Et encore, j'ai pas dit, hein, parce que moi, j'ai fait prépa et tout, et en parallèle de tout ça, en fait, je fais des cours particuliers. J'ai déjà 3-4 étudiants prépa et en même temps des élèves en école primaire à qui je donne des cours particuliers en parallèle. Quand t'étais étudiante, tu faisais ça. En même temps du centre esthétique. Ah ouais, plus tes études, plus voilà. Tu t'es pas beaucoup reposé, quoi, pendant ce temps. Mais en fait, je garde que des très bons souvenirs, par rapport à cette période. Et en même temps, assistante d'éducation à un certain moment. Pion. Pion. Donc voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que là, on est samedi matin, je t'ai écrit à 8h et tu m'as dit, je suis en train de travailler, comme quoi ça n'a pas beaucoup changé. Oui, je suis matinale. Le rythme. Ok, top. Et tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Je suis multicasquette, on va dire. En fait, je gère mes propres investissements avec mon mari. C'est moi qui gère tout. En même temps, en fait, dans mes investissements, j'ai plusieurs stratégies. Du coup, voilà, c'est du travail vraiment. Hein. Je suis formatrice aussi dans l'investissement aujourd'hui. Ceux qui veulent passer à l'action, soit en investissement immobilier ou bien aussi en création de société de sous-location, parce que j'avais créé ma société de sous-location avec mon associé à un certain moment. Et en même temps, en fait, on a aussi une société de rénovation, parce que je me suis dit, quand même, je donne des centaines de milliers d'euros à des sociétés de rénovation. Du coup, j'ai créé une société de rénovation avec mon associé. C'est de la sous-traitance. Et en fait, j'ai les mêmes types de sociétés en Tunisie. Voilà. Ok. Et 2 activités. C'est aussi pour ça que je suis ravi de t'avoir sur le podcast. J'ai eu des gens d'un peu partout dans le monde, hein, d'Argentine. J'ai eu Cambodge, Dubaï, en Europe j'ai eu la Hongrie, l'Espagne, Portugal, et donc voilà la Tunisie. Magnifique. Ça faisait longtemps que je cherche. Forcément il faut des francophones, c'est beaucoup plus simple pour le podcast, et là c'est l'occasion rêvée. Tu peux nous raconter peut-être, t'as dit que t'as plusieurs activités, tu t'es lancé dans l'immobilier en quelle année? Je peux dire que là ça fait 5 ans et demi à peu près que je suis dans l'immobilier. Après, 5 ans et demi, mais vraiment, j'ai enchaîné sans arrêt, un gros rythme. À partir du moment où j'ai tilté, j'ai connu le mécanisme, je me dis, allez, vas-y, fonce. Et voilà. Du coup, ça fait ce nombre d'années. T'as acheté quoi? Des immeubles, des appartements, des maisons? Bien sûr, j'ai commencé, tu sais, les croyances limitantes. J'ai commencé un appartement à 5 minutes de la maison, en fin de défiscalisation, pas beaucoup de travaux. En cas de dégâts des eaux, je suis à côté, quoi. Ouais. Je suis le plombier. C'est toi le plombier. C'est ça, et après petit à petit j'ai débloqué mes croyances, j'ai pris des appartements avec beaucoup plus de travaux et après bien sûr moi la fiscalité ça m'anime beaucoup et pour gérer ça on est passé plutôt en SI à l'IS et en SAS à l'IS, voilà. Ok, top. Et t'as des immeubles? Parce que moi j'ai pas d'immeuble du coup. Ouais. Après je suis passée en immeuble aussi. Moi je dis l'immeuble c'est pas mal mais il faut vraiment connaître aussi les responsabilités parce que derrière en copro en fait c'est au tantième, c'est un peu une dilution du risque. Par contre en immeuble une toiture c'est pour toi et il faut vraiment prendre en considération tout ce point-là.
Moi, en fait, ce qui me dérangeait dans les copros, c'est que pour les travaux, il faut voter, assemblée extraordinaire. Parfois, on est là pour parler de tout et n'importe quoi. On passe des heures et des heures en assemblée générale et on s'est dit, mais pour voter des travaux, voilà, on vote ou on vote pas, ça sert à rien de tourner autour du pot. Parfois, des propriétaires qui veulent pas du tout entretenir les parties communes, en fait, ça, c'est pas évident. Et à un certain moment, je me suis dit, allez, je passe dans les immeubles. Et aussi, c'est la même énergie que je trouve dans le financement, dans tout, pour, on va dire, un plus grand nombre de lots. C'est ça, tu vois qu'une fois chez le notaire, tu vois que... C'est ça, et pour le financement, pareil, ouais. Après, c'est ça, je pense que tu l'as fait dans le bon ordre, parce que moi, je vois... Alors après, chacun a sa stratégie, mais je vois en ce moment des gens sur Instagram qui postent, tu sais, ça se voit, c'est leurs premiers immeubles. Ils ont c'est même pas le toit, c'est le plafond entre deux apparts, tu sais, des planchers en bois qui s'effondrent et tout. Je me dis, ouais, c'est sûr que c'est des risques supplémentaires, quoi. Parfois, quand t'achètes en copro, généralement, si c'est un immeuble, risque, ouais. Un plus gros immeuble ou quoi, et ça c'est des risques que t'as pas. Mais t'as des gros avantages, hein. Moi, j'ai des galères. J'avais une fuite dans le toit d'une copro, on a dû faire une AG, alors que j'avais l'appart en dessous, c'était même pas 3 000 € de réparation. On a dû faire une AG, ça toute la galère, quoi. Si c'était à refaire, en plus, c'était un appart en LCD, on l'aurait tout de suite payé, puis je sais pas, on aurait essayé de faire dans l'autre sens, mais bon. Tout à fait. Mais moi, personnellement, j'ai débloqué mes croyances et mes peurs petit à petit comme ça, et c'était important de faire ce schéma pour moi, en tout cas. Ouais. Bah, super. Et le financement, ça s'est toujours bien passé? Magnifique. On était à la période du taux différentiel. Et comme je fais des bonnes opérations, plus on s'endette, plus notre taux d'endettement diminue. Ouais. Du coup, il n'y a pas mieux, en fait. Ah ouais. Non, c'est top, ça. Et aujourd'hui, c'est différent parce qu'on n'a pas du tout la même situation et du coup, ça passe quand même en société. En perso, je vous cache pas, c'est pas évident. Et en même temps, on cherche pas à emprunter en perso aujourd'hui, mais en société, ça passe, on déroge un peu au HCSF. Et en perso, après, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai emprunté. Mon banquier, il a fait... le 35%, il est fixe. Tout le reste, tu peux le faire un peu comme tu veux, quoi. Du coup, il m'a enlevé plein de trucs et tout. On déclare ce qu'on veut, on met le salaire brut. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ça change pas. Il y a quand même toujours moyen de trouver une solution. C'est vrai. Et top. Donc, ça fait 5 ans. Et tu peux nous raconter un peu les stratégies que t'opères? En fait, après, moi, au début, quand j'ai commencé, bien sûr, le LMNP, j'ai mis le LMNP, à part les appartements que j'ai hérités avec un locataire en location nue, j'avais pas trop le choix. Les appartements, j'ai fait des appartements où j'ai fait des travaux, j'ai rajouté une chambre, du coup, c'est en coloc 3 chambres. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais moi, je veux exploiter en location courte durée. Mais si j'exploite en location courte durée, je veux pas passer en LMP. Et c'était un peu la motivation de création de la société de sous-location pour louer mes biens à la société, comme ça j'aurai un loyer à l'année, et c'est ma société qui peut exploiter en location courte durée, et elle a cette marge. Et c'était magnifique en fait. Et bien sûr, après il faut aller chercher d'autres propriétaires pour ne pas rester le seul client de sa société. Et c'est une stratégie aujourd'hui que les personnes, surtout dans ma communauté, par rapport aux prêts bancaires, les croyances religieuses par rapport à l'intérêt, au moins ils peuvent quand même passer à l'action, ils peuvent mettre en place, exploiter le patrimoine d'autres personnes et optimiser la trésorerie pour aller dans l'investissement cash par la suite. Et en même temps, les personnes qui sont bloquées par les banques, les personnes qui cherchent une idée de business, ça reste quand même un business qui est très bien né. Et je trouve que c'est pas mal comme une alternative de l'investissement immobilier. Ouais, parce que c'est ça alors c'est pas tous les musulmans, si je me trompe pas. Non, mais en fait, moi je suis musulmane. Mais il y en a, qui aiment pas les intérêts et tout. Ouais, mais moi ce que je dis toujours, Thibaut, il faut être aligné par rapport à ses croyances. Ouais, non, bien sûr. On n'a pas le jour J où ça passe mal, on se dit, dis donc, le bon Dieu, en fait, j'ai bien mérité, c'est lui qui voilà, c'est ça. Il faut faire des choses qui correspondent à nos croyances et être aligné par rapport à ce qu'on veut. Si pour vous, en fait, c'est important pour vous, faites des choses qui sont alignées par rapport à vos croyances et vous pouvez quand même faire. Et à part, même si vous voulez pas aller dans l'entrepreneuriat, vous avez des peurs, mettez en place la love money. En fait, la love money, ça entre proches, entre amis, ça peut aller, et des appartements avec des petits budgets, on peut trouver. Enfin, passer à l'action quand même. Ouais. Ouais, j'ai eu le podcast là quand on était à Budapest, il y avait Laurent, là-bas c'est très compliqué d'emprunter, et il a commencé comme ça avec la love money pour ceux qui savent pas, la love money c'est
l'argent de la famille, hein, des gens qui vous aiment, ils vous prêtent de l'argent. Et puis ensuite, vous les remboursez. Donc c'est vrai que c'est une solution quand on peut pas s'endetter ou qu'on veut pas s'endetter. Et puis après, une fois que la boucle est lancée, ça se passe bien. Ah top, très très intéressant. On en parle de temps en temps. C'est vrai que la religion, ça peut jouer dans beaucoup de choses. Et là, c'est marrant parce que en venant en fait, je lui ai proposé de passer sur le podcast. On est venu en covoiturage et j'avais un frère, donc un frère, pas un moine, mais un frère quoi, qui est religieux. Et en fait, c'était trop marrant. Il a raconté son parcours de vie. Donc, il travaille pas, il vit de la mendicité, mais il utilisait le mot mendicité pas du tout de façon négative, quoi. Donc, et en fait, la communauté, elle avait de l'argent en hébergeant des gens qui voyagent dans leur c'était pas un monastère, c'était je sais plus comment il appelait ça. Enfin voilà, l'endroit où les frères habitent. Donc en fait, c'était un peu comme de la location courte durée. Et après là, il nous expliquait qu'il était en train peut-être de changer de confrérie. Et c'était un peu comme, franchement, quitter son métier, quoi. Comme il en parlait, c'était, voilà, je suis quand même bien, mais il y a des trucs qui me vont pas, et du coup, c'était un peu le bye-bye patron, mais complètement à l'opposé, mais voilà, il avait l'air de très bien vivre tout ça en pleine quiétude, donc ça aurait été super intéressant. Et si vous connaissez un religieux, ça m'intéresserait bien d'avoir quelqu'un qui vit en accord avec son chemin de vie et ce qu'il est dans. Top. Tu peux nous parler un peu. Donc, t'as fait colocation, LMP, non pas LMP, LMNP. Ouais. Et t'as une conciergerie ou tu délègues ou tu fais toi-même? C'est la société de sous-location qui s'occupe de tout. Hein. Et là, t'as des employés, des prestataires. Alors en fait, oui, des prestataires de services pour le ménage, conformes, voilà, par rapport à toute la procédure, et tout ce qui est entrée-sortie, c'est automatisé. Ok, top. Et tu peux nous parler, donc t'as dit que t'investissais avec ton mari, mais que c'est toi qui t'occupais de tout. Ah oui, mais en fait, mon mari, c'était mon premier frein. Et voilà. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais on est surtout la moyenne de son conjoint, hein, franchement. Ah oui. En fait, je t'avais raconté un peu mon mariage, c'est un événement électrochoc dans ma vie qui a fait que je suis une nouvelle personne. Du coup, mon mari, en fait, nous, il est ingénieur en aéronautique. À Toulouse, comme par hasard. Voilà, c'est ça, le secteur. Hein. On a une fille adorable, Maya, qui a 8 ans et demi. Du coup, pour lui, en fait, il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi je veux aller dans l'immobilier, pourquoi je veux mettre en place ces casse-têtes au quotidien, pourquoi on est bien, on est 2 cadres, on a une fille, on a la RP, on voyage toutes les vacances. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il comprenait pas ce volet-là. Après, enfin, je comprends parce que après c'est un mindset. Moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Du coup, j'ai toujours voulu aller vers l'avant, aller dans le business, mais j'ai préféré quand même l'enseignement supérieur pour la tranquillité. Et c'est un peu aussi l'éducation de mes parents, ce que ça a donné aussi. Et à un certain moment, je me suis dit l'immobilier, ça peut me donner ce peps, hein, et en même temps en restant dans mon job que j'adore, voilà. Donc longtemps t'as cumulé, t'étais prof à faculté, ouais, c'est ça? à l'IUT, ouais. À l'IUT. Et en même temps, en fait, mes investissements en nom propre, enfin moi je le voyais comme entrepreneuriat, hein, parce que finalement je mettais tout parfaitement, c'est aussi à temps plein, et d'ailleurs d'où le fait que j'ai cette activité d'enseignement, on a quand même du temps libre où on peut s'occuper de ça, hein. Par contre, mon mari, en fait, il m'a dit, je vois que ça t'anime, il a vu que je m'auto-forme. Un peu point gouv, j'ai passé 2 mois à décortiquer un peu point gouv. Et tu me dis comment j'ai démarré dans l'immobilier, je te raconte. Ouais. En fait, quand j'étais en thèse, autour d'un café, 5 minutes, un collègue qui vient, qui dit, on râlait bien sûr, hein, parce que nous, on est un peu les esclaves du labo quand on est doctorant. Okay. Et on râlait de ce salaire misérable de fonctionnaire. Ouais. Et on s'est dit, moi, j'ai mis en place 2 appartements pour ma retraite. Bon. Je lui dis, c'est un héritage. Moi, je viens de la Tunisie. Du coup, voilà, j'ai un peu ce volet qui est différent par rapport à ce levier bancaire. Il me dit, non, j'ai fait valoir le levier bancaire. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Ouais. En plus, je lui ai même pas dit. Hein. Ouais. C'est pas grave, je ferai ma recherche. C'est ça. Tu souris, tu fais genre. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, on a le même statut. S'il a pu faire, je peux faire. Et en 2 mois, un pot.gouv, immobilier, juridique, fiscalité, mais j'ai décortiqué de fou en fait. Hein. J'ai un puzzle qui, mon côté chercheuse, tu vois. Et après tout s'est un peu relié comme ça faisait. Je me suis dit,
on recherche, on fait la théorie. La théorie, c'est magnifique. Par contre, quand on passe à l'expérience, parfois il y a un gros gap. Parfois, ça marche pas. Je me dis, est-ce qu'au passage à l'action, ça va être pas la même chose? Je verrai. Par contre, en fait, tout ce qui est théorie, mais top. Je me lance quand même pour le premier. Mon mari, il a vu un peu ce volet auto-formation. Il a vu au fur et à mesure. Il me dit, bon, je te mets pas les bâtons dans les roues. On teste pour le premier. Et on est parti sur un budget, même si ça se loue pas, on peut quand même payer la mensualité. Et derrière... C'était combien? En fait, la première opération, c'était 63 500 € après négociation. 5 000 € de travaux, plus les notaires aux alentours de 75 000 €, tout compris. Du coup, ça va. 380 €. Ouais, voilà. Non, mais en plus, on a tout financé, on n'a pas mis d'apport. Même lui, il se rendait pas compte. Il me dit, mais le banquier, t'a suivi comme ça? Enfin, mais c'est n'importe quoi. Et au compromis, en fait, moi, je négocie, mais vraiment. Et avec le notaire, il a vu mon mari, pour lui, c'est du chinois. Hein. Il est là avec moi, par contre, je comprends rien. Et comment j'ai négocié avec un homme de loi, et en plus, j'ai refusé de signer, parce qu'en fait, je voulais pas faire le dépôt de garantie, et en même temps, je voulais pas rembourser le prorata de taxe foncière, et en même temps, je voulais pas rembourser les charges, le fonds allure et tout ça. Et je lui dis, c'est pas grave, j'achète pas. Okay. Et je lui dis, t'inquiète pas, 2 jours après, ils vont nous appeler. Ils m'ont dit, mais vraiment, t'es trop confiante. Et 2 jours après, ils nous ont appelés pour venir signer le compromis. Et là, il m'a dit, ta carte blanche. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est pas dites ce que vous faites, c'est faites et après dites-le. Voilà. Et en même temps, en fait, c'était le premier appartement, comme c'était en fin de défis, peu de travaux, que c'est Aymen, c'est mon mari, qui a fait tous les travaux en 15 jours et directement ça a été loué avec le locataire. Hein. C'est fou, hein, avec la même personne que j'ai contactée pour l'annonce fictive. Ah ouais. La même personne qui avait loué l'appartement en vrai. Et en fait, je me suis dit waouh. Et même lui, finalement, il voyait les loyers venir. Le mois, rapidement, ça entre, ça sort. Et en fait, le loyer il vient. Et finalement, c'est quoi? Enfin, on travaille quoi. Ouais. Lui, petit à petit, il a évolué son état d'esprit par rapport à ça. Et pour vous dire, mon mari, pour tous nos lots, il n'a jamais visité avant l'acte authentique. Il a visité. C'est beau l'amour. Ah ouais. Ça. En fait, après oui, je l'adore. C'est mon chéri. En fait, le gros avantage, c'est vrai que j'y ai jamais pensé parce que moi, je suis pas marié. C'est que au moins, ils voient les comptes. Parce que moi, par exemple, j'ai ma famille, des choses comme ça. Ils voient les opérations que je fais. Je leur en parle, mais eux, ils voient pas l'argent qui arrive sur mon compte. Alors que quand t'es marié, c'est le même compte. Tu vois vraiment l'argent qui rentre, qui sort. Donc, je pense que c'est beaucoup plus puissant que juste le dire, tu vois, quand c'est du oui, il le voit même de point de vue sérénité aussi. On est plus serein. On a, je lui dis, lui, il est auto-entrepreneur à côté. Il fait de la réparation mécanique. Si t'as envie de faire une pause et de t'occuper de ta passion, même si ça rapportera pas beaucoup, on a quand même des loyers. Il a vu un peu ce levier qu'on a mis en place par rapport à l'investissement immobilier serein. Que c'est un plus, quoi. Enfin, il le voit. Et tu louais combien cet appartement, du coup? 635 € pour 380 de mensualité. Sans les charges, 635 ou avec les charges? Avec les charges, 60 € de charges. Mais c'est des chauffages électriques vu que c'est de la défis. Bien sûr. Voilà. Oui. En plus, c'est dans le sud. Mais moi, même quand je fais la rénovation, j'enlève la chaudière. Ouais. Ah oui. C'est un bon point maintenant avec les DPE et tout. Il y a pas mal de gens qui font ça. Top. Donc, 60. Moi, en fait, je dis parce qu'on accompagne aussi, on a des membres qu'on salue. Et souvent, je leur dis, allez d'abord beaucoup de gens, ils veulent aller sur des immeubles et je leur dis, franchement, c'est pas la meilleure idée. Fais un petit truc, regarde si ça te plaît. Et puis, et tu te rappelles combien ils avaient payé? Parce que moi, j'ai acheté pas mal d'appart. Si tu veux, je te raconte cette histoire. Hein. Combien? Parce que moi, j'ai acheté pas mal d'appart en fin de défisque et je les ai payés à peu près 60% du prix Mais pareil. Tu sais. Avaient payé. Mais pour te dire même comment ça s'est. Aujourd'hui, j'ai plusieurs apparts en défisque. Pour moi, en fin de défisque, c'est une bonne affaire. Un peu, t'ouvres les yeux comme une succession ou un divorce. Hein. Ouais. En fait, c'est en plus de particulier à particulier. C'est une dame qui avait acheté, elle habite en Bretagne, c'était pour but impôt, voilà. Et elle le dit, à part l'impôt, elle est quand même perdante à la sortie. Hein. Et elle était dans la pression de vendre. Hein. C'était affiché à 87 000. Hein. Du coup, je négociais sur place avec elle. Je lui ai proposé 57 ou 59, je me rappelle plus. Et derrière, en fait, elle me dit, elle s'effondre, elle me dit, mais non, je peux pas. Il me reste 63 500 € dans le cours. Je lui ai dit, écoutez, on rembourse ton cours. Et elle a accepté. Et tu sais, elle a acheté à combien? 126 000, je crois. Elle l'avait depuis combien de temps? C'était 12 ans, voilà, la fin de défisque, mais la plus longue période. Punaise. Incroyable. Ouais. Et non, c'est vraiment. Et aujourd'hui, cet appartement, il est évalué 105 000. Ouais. Fourchette basse, hein. Ouais. Non, c'est top, c'est vraiment
Puis t'as des trucs quand même assez modernes, quoi. Mais c'est fou. Après, je me suis démarquée, comme toujours, c'est des résidences où c'est des appartements qui sont les mêmes. Je refais la cuisine et la salle de bain, question qu'on se démarque. Une belle décoration. Et aujourd'hui, il est sous-loué à ma société de sous-location et il fait un chiffre entre 1200 et 1800 selon les mois en LCD. Donc 1005 avec 400 les charges, 500, quoi. C'est fou, voilà. hein. Un petit SMIC avec un équivalent de 70 000 euros. Comme quoi, dans la vie, si tu nais avec 70 000 euros ou non, t'as des gens qui travaillent tous les jours pour 1000 euros par mois, et puis il y en a... Mais Thibaut, vraiment, moi, tu sais ce que je leur dis, au moins, si, par exemple, vous n'avez pas le témoin ouvert par rapport au prix IMO, eh ben, prenez un prix conso pour ça. Enfin, rassembler une somme pareille, 63 000, avec un petit apport, ça doit aller. Passer à l'action, et vous voyez, quand même, ça rembourse plus que la mensualité. Ouais. Et au bout de 7-6 ans, vous avez l'appartement, quoi. Donc, il y a toujours des possibilités dès qu'on cherche, hein. C'est comme ça. Même si c'est pas bien, le conso, normalement, c'est pas pour acheter de l'IMO. Hein. Ouais. Non. J'aurais quelqu'un, là, sur le podcast, un de ces jours, lui, il a poncé son CDI, il a encore levé, je crois qu'il m'avait dit 140 000 euros, de prêt conso pour faire du marchand de biens juste avant de quitter son CDI. Donc, tout dépend ce qu'on fait de l'argent, c'est tout pareil. Puis, faut faire les choses de façon prudente. Hein, clairement, on peut en parler par rapport à la Tunisie. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui sont résidents en France. Par contre, ils veulent plutôt prendre une résidence secondaire en Tunisie. Un prix conso à 50 000, 70 000, ça te prend un joli S+1 en Tunisie. Du coup, directement, il le paye comptant. Un S+1, c'est un T2. Un T2. Voilà, okay. un salon plus chambre. Une chambre, ouais. Voilà, plus une chambre. Et directement, ils ont un appartement comptant. Et en plus, le fait de payer toute la somme de la France, en fait, ils peuvent faire une fiche d'investissement. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Tout dépend. En tant que crédit conso, si pour acheter des canapés et des iPhones, non. Mais si dans l'immobilier, tu le vois différemment. Ok. Ou pour les travaux aussi, tu le vois différemment. Du coup, tu peux nous raconter un peu les investissements en Tunisie? Comment ça se passe? Est-ce que l'opération déjà d'achat, c'est la même qu'en France? Est-ce que tu as un compromis? Pareil. En fait, c'est la même chose. Tu as un compromis et après, s'il y a un financement, une fois que le financement il est fait, tu signes l'acte authentique. Bien sûr, c'est un peu les mêmes clauses de point de vue juridique qu'on met dans le compromis. Après, pour les personnes qui sont à l'étranger, qui veulent investir en Tunisie, s'ils apportent la totalité de l'investissement, c'est bien en Tunisie, le système bancaire, il est un peu psychorigide. Hein. C'est-à-dire, de faire entrer, il n'y a pas de souci, mais de faire sortir l'argent, c'est un peu plus compliqué. D'où le fait... C'est comme dans la crypto, parfois. Voilà, tu peux envoyer l'argent sur les plateformes. N'en parlons pas, des cryptos encore pire en Tunisie. Et du coup, c'est bien de connaître tout l'acheminement pour garantir la sortie aussi d'argent. Okay. Du coup, moi, si les TRE, c'est les Tunisiens résidant à l'étranger, ou bien les Français, ou bien d'autres nationalités qui veulent investir, et cash, quoi. Enfin, c'est bien qu'ils mettent en place une fiche d'investissement avec la banque centrale, que voilà, on a apporté l'argent pour acheter tel bien. Et une fois qu'on vend le bien, la vente plus la plus-value, on peut la rapatrier. Et ça, c'est pas mal. Du coup, voilà, il faut pas oublier. Faut faire les choses. Et pas que ça, en fait, cette fiche d'investissement, ça permet aussi, si on montre qu'on a la totalité du bien, ça a été financé de l'extérieur, en fait, on peut avoir de l'exonération par rapport aux frais d'enregistrement, c'est les frais de notaire. Ok. Qu'on peut, au lieu de 6%, on est plutôt à 1%, quoi. Ok, super intéressant. Juste parce que t'es non résident? Non, parce que t'as apporté les fonds de l'extérieur, de l'étranger. Ok. Ouais, c'est pas que tu es non résident. Parce que t'as la monnaie, c'est des dinars. Les dinars tunisiens, et après t'apportes la devise. Ok. Ouais, c'est valorisé. Donc toi, tu t'envoies l'argent en euros, je pense. Voilà, c'est ça. Et après, il est converti en dinars. Et après, pour les personnes qui ont des biens sur place, ils peuvent ouvrir ce qu'on appelle des comptes convertibles ou bien des comptes en devise sur place. Où tu peux faire les virements à ton compte de vie sur place, et si tu as besoin, tu fais la conversion de la somme que tu as besoin sur Et est-ce que tu peux remonter les loyers facilement en France? Normalement, si tu as le compte de vie, il y a pas de souci, tu peux les faire remonter aussi. Ouais. Ça pose pas, c'est pas que à la vente. Après aussi, il faut pas, si tu fais de la location courte durée, tu peux rapatrier directement en fait avec Airbnb, tu mets ton RIB français. Mais faut pas oublier en fait, ça dérange pas que tu as un RIB, c'est pas où là ça tombe l'argent. Mais par contre, l'impôt sur le foncier, ça va être sur place. Oui, bien sûr, l'impôt il est toujours lié à que tu reçois l'argent en France direct ou bien en Tunisie direct. Hein. Et moi, déjà, ce que je conseille, si tu as besoin de l'argent ici en France, mets directement le RIB français. Ouais, ah oui, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, pour éviter les transferts, les frais. Ouais, parce que c'est toujours les devises,
nous, on est habitués en Europe parce que ça se passe relativement bien, mais dans plein de pays du monde, c'est compliqué de sortir des devises. Bah, on avait Lara en Argentine, là, elle nous montre tout le temps les liasses de billets, elle a dû apporter du cash pour... Après, le cash, c'est pas très présent aujourd'hui en Tunisie. Heureusement, du coup, c'est plus simple. À une époque, peut-être, mais aujourd'hui, tu sais, même pour acheter une voiture, t'as pas le droit à partir de 5 000 dinars. Tu sais, 5 000 dinars, c'est l'équivalent à 1 500 euros. Okay. À partir de 1 500 euros, il faut que ça soit chèque ou bien virement. Ok. Top, très, très intéressant. Et tu peux nous parler un peu du marché en Tunisie? Il y a combien? Il y a 10-12 millions d'habitants, je pense, à peu près? Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est un petit marché. La Tunisie, en fait, il y a pas de richesse, on va dire, ni pétrole, ni rien. Il y a la mer. Voilà, c'est l'emplacement et l'humain. Il y a les photographes. C'est l'emplacement et l'humain. En fait, c'est un pays qui investit beaucoup sur l'éducation. D'ailleurs, tu vois, enfin, les médecins ici, tunisiens, les ingénieurs, il y a quand même de plus en plus de cadres qui sortent à Tunisie. Bon, ça, c'est un petit côté, voilà. Il y a la mer, et même à l'intérieur, il y a aussi des régions qui sont magnifiques, hein, pour les randonnées. Le Sahara, le sud, alors là, c'est topissime. C'est une très très belle destination de tourisme, parce que aussi on a la source numéro 1, je crois, de revenus, c'est le tourisme. Là, on a eu un petit couac par rapport au Covid. Creux du Covid, et après, avant même, ça avait été un peu compliqué parfois. Ouais, c'est ça. Du coup, en termes d'investissement, moi je dis, pour un Tunisien, ça reste quand même, l'immobilier, c'est pas très accessible en termes de l'accès à la propriété, c'est pas très accessible. Combien ça coûte à peu près? T'as dit 70 000 un T2? 70 000, en fait, c'est à peu près 200 000 dinars. 200 000 dinars, surtout, c'est les crédits sur place qui sont hyper chers. On est à TMM plus 2, voire plus 3. Et le TMM, il est à peu près dans les 7,5. Okay. En fait, tu empruntes à 10%, quoi. 10%, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Après, bon, c'est le système bancaire qui est psychorigide, et je le dis, c'est des banques qui se gavent aussi. Ouais, il y a peut-être le manque de concurrence. Ouais, enfin, c'est un système bancaire, c'est entre, voilà. Mais bon, on peut quand même passer à l'action. Enfin, ça dérange pas. Puis après, t'as toujours ces taux de change. C'est ça qui fait souvent les taux de change par rapport à les crédits, les taux d'intérêt et les taux de change sont fortement liés. Tout à fait. Moi, je dirais la meilleure, j'ai testé, hein, la meilleure option aujourd'hui, c'est que je viens au moment où il y a un promoteur de confiance, et d'ailleurs, on peut le voir sur le site, en fait, du CPF, mais le CPF, pas le, c'est pas le CPF des formations. Pas le CPF des formations. Les promoteurs, c'est un site de l'État? Oui, c'est un site de l'État par rapport à tout ce qui est foncier, et du coup, en fait, il y a les promoteurs agréés. Okay. Voilà, du coup, il y a déjà l'organisme qui a vérifié le cahier de charge, la solvabilité, tous ces volets-là. Du coup, voilà, on peut aller avec un promoteur au début du projet pour achat sur plan. Le promoteur, il a besoin de liquidité. Du coup, forcément, il fait des prix par rapport au bien, voilà. Et on met en place un compromis avec comme un crédit vendeur, en fait. C'est-à-dire, voilà, à chaque avancement, je donne une partie, et comme ça, au fur et à mesure, au bout de 2 ans, 3 ans, que le projet finit, en fait, soit j'ai quasiment payé la totalité, ou bien j'ai presque payé la totalité, et en même temps, je récupère un appartement. Au moment où je récupère les clés, j'ai déjà une plus-value. Parce que les personnes qui sont entrées au début, au moment où il a besoin de liquidité, c'est pas du tout comme les personnes qui viennent après. Ouais. C'est, en fait, ça prend de la plus-value. Et en même temps, je dis, voilà, tu t'engages, tu serres la ceinture et tu mets l'argent là où il faut. Ça peut être une bonne alternative. Et une fois que tu as les clés, en fait, tu peux exploiter comme tu veux. Pour te donner des chiffres en termes de rentabilité, en termes de loyer, en fait, S+1, l'équivalent à un T2. Par contre, en termes de superficie, c'est pas du tout comme ici, hein. Enfin, en Tunisie, c'est beaucoup plus grand. Un S+1, c'est dans les 65 mètres carrés, voilà. En meublé, ça peut se louer à peu près 350 €. Ok. Voilà, pour 70 000 €. Et en location courte durée, en fait, tu multiplies par 3 et par 5 dans les périodes hautes, quoi. Ok. Donc là, on est pas mal. Tu fais 1 000 € avec ça. Ouais, voire plus. Et c'est magnifique, en fait. Et toute l'année, selon l'emplacement, nous, on est dans la capitale majoritairement, dans les villes côtières principalement l'été. Mais en fait, c'est toute l'année, c'est des chiffres hallucinants, en fait. Donc c'est quoi, Tunis, Monastir? En fait, nous, Tunis, Monastir, Sousse et Madia.
Parce qu'en même temps, moi, je suis d'origine de Sayada, voilà, une ville à côté de Monastir. Okay. Du coup, forcément, il y a le côté Sahel où on est. Mais sinon, il y a Hammamet aussi qui est très bien. Il y a le sud aussi qui est très bien. J'ai pas exploité personnellement. J'ai pas idée par rapport aux chiffres, mais je sais qu'il y a d'autres investisseurs qui exploitent et c'est top. Et Tunis, la capitale, c'est magnifique. Et les prix, c'est les mêmes sur la côte et à Tunis à peu près? Pratiquement, c'est les mêmes, ouais. Quand c'est une ville côtée, c'est pratiquement les mêmes. Et parfois, là où il y a la mer, c'est un peu plus cher. Ok. Et t'as les impôts, c'est comment? Eh ben en fait, les impôts, c'est magnifique. Pourquoi? Bon, déjà, on peut avoir que 1% de frais de notaire. Non, ça change déjà pas mal. Ça, si on s'engage dans le neuf, on a ça. Mais par contre aussi, si on met la totalité, on apporte la totalité de la somme. Hein. Si c'est pas le cas, c'est 6%. Mais même si ça a été un emprunt en France. Parce qu'il y a des gens même si c'est un emprunt en France. Hein. Souvent, pour l'étranger, les gens, ils ont des biens payés. Exact. Et en fait, ils peuvent acheter un bien à l'étranger en hypothéquant un bien. Exact. Et en fait, les banques, ils suivent à partir du moment où ils ont une garantie française. Bien sûr. Que ça soit un compte qui le bloque ou bien une assurance vie, voilà, comme ça. Voilà. Normalement, ça suit. Et encore, surtout si c'est une assurance vie, elle peut continuer à travailler et en même temps, tu peux emprunter, je crois, à hauteur de 80% de la valeur qu'il y a dedans. Du coup, ça reste très bien. En termes d'imposition, en fait, l'impôt sur les sociétés, si on va parler société, en fait, il n'y a pas d'escalier. On est à 10%. Okay. 15%, pardon. Ça du bénéfice, pas des revenus. Du bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, 15% des, voilà, du coup, il n'y a pas ce palier jusqu'à 38 120 comme ici en France. À part, bien sûr, c'est des sociétés pétrolières ou autres, je crois que c'est à 35%, mais dans Mais là, tu fais plus que 38 000 euros normalement. Ou bien si tu veux optimiser, tout dépend. Et après, en termes d'impôts sur les revenus fonciers, ce qui est bien en Tunisie, c'est que tu peux, quand tu es au réel, tu peux amortir le bien indépendamment de la stratégie de location. Okay. Et ça, c'est magnifique. Et combien de pourcents? Comme en France, à peu près 3%? C'est-à-dire par rapport à l'amortissement? Ouais. Eh ben, en fait, tu amortis un peu, tu divises, bien sûr, entre terrain, le terrain, ça s'amortit. Le terrain, ça s'amortit pas, voilà. Exactement, et selon le comptable, il peut te faire sur 20 ans, il peut te faire, voilà, c'est un peu la même philosophie. Et en termes, voilà. Et quand c'est en nom propre, t'as des biens en nom propre ou ils sont tous en société? Ouais. Après, si tu seras à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ok. Et les tranches, en fait, enfin, tu payes vraiment avec l'amortissement, tu payes vraiment rien. Ouais, vu que tu. Ouais. Okay. Après. Et t'as une taxe foncière? Non, en fait, il y a une taxe foncière, mais tellement elle est ridicule. Ok. En fait, elle est basée sur des vieilles années, un truc comme ça. Mais pour te donner une idée, une taxe foncière à l'année, elle est de l'ordre de 30 euros, 20 euros. Pour les personnes qui m'écoutent de la Tunisie, c'est ce qu'on appelle Zebla ul Khagouba. Voilà. Okay. 30 euros, voilà. Moi, j'ai déjà investi à l'étranger aussi, même des appartements très chers, en centaines de milliers d'euros. On avait des taxes foncières à 50 euros, 60 euros. Ouais. Pas de taxe d'habitation. Voilà. Et, top. Ah oui, mais et t'as des taxes de séjour, par contre, je pense, pour les... en fait, pour te dire, normalement, en Tunisie, en location courte durée, il faut mettre en place la déclaration police si tu accueilles un étranger. Mais tellement aussi la philosophie du pays, comment ça fonctionne, nous, on s'est présenté au commissariat, on s'est dit, voilà, on fait de la location courte durée, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le formulaire? De quoi faut parler? Okay. Et du coup, on leur a dit, voilà, vous connaissez nos visages, on fait quand même les contrats, si vous voulez, voilà. Du coup, même la taxe de séjour, on est parti selon les villes, soit on les prend, soit on les prend pas, on les paie. En fait, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pas aussi élaboré comme ici en France. Le pays est plus petit, du coup, en général, les législations vont un peu moins vite, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis en place la sous-location en Tunisie, parce que j'ai cherché l'équivalent de la loi Hoguet sur place, et on a mis en place la société de sous-location, et c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Raconte un peu. Je vous raconte un peu, si je prends un S+1, je le loue à 350 euros avec un propriétaire lambda, et je le sous-loue derrière minimum à 1 000 euros. Je te laisse imaginer un peu la marge. Et tu peux le faire plein de fois, parce que là, t'es pas limité. Là, il n'y a pas de limite. Là, il n'y a pas de limite. Nous, on est en train de négocier tout un immeuble à 30 appartements en sous-location en Tunisie. Voilà. Donc, si tu prends 600... Et même le propriétaire derrière, en fait, il veut bien avoir une seule personne en face, un seul loyer qui est dans les virements, pas des soucis. Qu'après, tes biens, ils sont toujours niqués. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont un peu peur de ça, en mode... Moi, j'ai déjà eu pour un appartement que je dois en meubler quelqu'un qui est venu pour faire de la sous-loc.
J'ai un peu hésité, mais après je me suis dit, bah, sinon je le fais moi, tu vois, déjà, parce qu'il était déjà... Mais oui, parce que toi, tu es investisseur, tu connais la chose. Mais il y a des investisseurs que finalement, ils veulent ça pas les arrange bien. Voilà, ils veulent pas faire la location courte durée. Et aussi, ils ont dans un mindset gagnant-gagnant. Parce que derrière, il y a le ménage à chaque entrée-sortie. C'est ça, tu sais que ton appartement, il est entretenu. C'est une société qui le gère. Tu peux la faire sortir quand tu veux. Et en même temps, il n'y a pas de trêve hivernale ni rien. Il n'y a pas de locataire. Est-ce qu'il nettoie les joints ou pas? Est-ce qu'il use l'électroménager ou pas? S'il y a quelque chose qui se casse, elle est directement, en fait, remplacée. Et en même temps, tu peux même lui proposer un loyer qui est avantageux par rapport au loyer qu'il propose. Tu peux augmenter un peu le loyer et un investisseur, la rentabilité, ça lui parle. Ok, non, trop oui, en fait. Après, l'essentiel de trouver, de le convaincre par rapport à la solution juridique. Toujours, ah non, c'est illégal. Il faut un peu lui expliquer les choses, bien sûr, par rapport à ce côté-là. Lui expliquer aussi, parfois, il y a des propriétaires qui savent même pas que finalement, même fiscalement, c'est plus intéressant pour eux. Du coup, voilà, il faut un peu accompagner cet investisseur. Oui. Ok. Et t'as des salariés sur place, t'as une équipe, t'as ta famille, Oui. Moi, j'ai mes frères sur place avec qui je suis associée. Du coup, c'est eux qui gèrent tout sur place. Ouais, on a des salariés, on a des prestataires aussi, et on gère. Et en même temps, on est en train d'évoluer aussi. On a plusieurs business autres avant même la sous-loc avec mes frères et sœurs. Mais là, par exemple, on a remarqué en Tunisie, par rapport à tout ce qui est voyageurs qu'on a, ce transport aéroport, appartement et en même temps location de voiture. Donc on est en train de mettre en place une agence de location de voiture qui peut être pas mal. Et finalement, l'idée, elle est venue grâce à la demande des voyageurs. Ouais. C'est être à l'écoute par rapport à tout ce volet-là, tu vois. Très intéressant. Comme tu avais ta société de rénovation, enfin en fait tu commences avec un truc. Voilà, en Tunisie, j'ai pas de société de rénovation. Et en France, j'ai ça. En fait, en gros, tu vas penser un peu que l'écosystème, l'argent tourne en interne. Ouais. Et un peu que tu chapeautes tout ça aussi. Cette année, j'ai créé mon holding, le 2/2/2022. C'est pas fait exprès en plus. Et du coup, voilà, une fois que tu connais un peu tout ce système, et surtout avec tes sociétés à l'étranger, des sociétés ici, et comme les sociétés, c'est des sociétés quand même nouvelles, ça va faire, on va dire, créer la holding, ça va coûter moins d'argent une fois qu'elles auront plus de chiffres. Du coup, c'est un conseil de mon comptable de mettre en place ça, comme il a vu un peu l'évolution en 2-3 ans. Ouais. Oui, parce qu'après, en fait, c'est en fonction de ce que tu apportes à la holding qui... En fait, c'est le transfert d'argent qui coûtera beaucoup moins cher au lieu de sortir, payer la flat tax et réinjecter dans une autre société. Passer par haut, c'est beaucoup moins cher que... Pour vous dire, au lieu de 30%, 0,75. Voilà. Ouais. Non, top, ça te fait pas mal d'activités. Et tu vas à quelle fréquence en Tunisie? Je peux dire une fois tous les 1 mois et demi. Le rêve de beaucoup de Tunisiens, je pense, expatriés. Ouais. Surtout à l'automne, là, voilà, tu peux aller en Tunisie. Top. Puis comme ça, tu vois tes frères et sœurs, tu vois la famille. Ça me ressource beaucoup. En fait, voilà, j'ai la double nationalité, j'ai de l'émotionnel pour les deux pays et la Tunisie par rapport à la situation. Tu sais, la création de sociétés de sous-location, la recherche de cette solution, c'était pas du tout pour moi. C'était dans le Tunisien qui a un SMIC à 250 €. Je me dis de lui apporter une solution d'exploiter le patrimoine d'autres personnes. Et là, il n'a pas d'excuse. Il peut un peu se bouger et de quand même créer de la richesse et au moins atteindre cette liberté. Et au moment où j'ai mis ça, en fait, j'ai lancé même des formations pour les personnes qui veulent créer leur société de sous-location sur place. Et t'en as là, du coup, des gens qui font ça? Ah oui. En fait, j'étais la première sur le marché à mettre en place la solution. Et là, en fait, même s'ils prennent tous mes appartements, ça me dérange pas. Moi, quand j'ai mis en place la solution, c'était pour but que le Tunisien lambda peut créer un business qui est très bien né direct. Trop bien. Trop bien. Et ça change la vie. Et c'est quoi, par exemple, toi, tu disais que t'étais cadre, un ingénieur, combien il gagne à peu près en Tunisie? En Tunisie, tu peux dire à peu près entre 700 et 1500 €. Ok. Ouais, donc c'est quand même... Et c'est un très bon salaire pour la Tunisie. Je pense par rapport au coût de la vie, ça va, mais par rapport au prix des logements, c'est quand même un sacré gap, quoi. Mais d'où le fait, tu sais, mon objectif, mais vraiment de rêve, c'est de mettre en place tout un écosystème pour une personne nomade ou qui veut s'installer et s'expatrier en Tunisie, qu'elle a tout l'écosystème autour. L'assurance maladie, si elle veut apporter sa voiture, si elle veut acheter de l'immobilier, parce que tu sais, avec une retraite française, on peut vivre la belle vie en France. Il y a beaucoup de gens du nord de la France et tout qui vont... Et même les personnes qui finalement qui sont en télétravail, qui travaillent de chez eux,
d'avoir des enfants, il y a les écoles qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'état d'esprit aussi. C'est un pays qui est ouvert d'esprit. C'est un pays où la femme, elle a vraiment sa position. Notre première ministre, c'est une femme. Et moi, c'est important pour moi, ce volet-là. Ouais, bien sûr, je comprends. Si j'étais une femme, ça le serait aussi. C'est ça. Ouais, non, trop bien. Et si tout est écrit en français, les contrats légaux et tout, c'est écrit en français ou c'est écrit en arabe? En fait, un peu les deux. Hein. Ouais. Tu sais, même quand je vais aller pour prendre un acte de naissance à la mairie en Tunisie, je peux choisir, soit je le prends en arabe ou bien en français. Okay. Direct, pas besoin de traduire. Et voilà, du coup, nous, c'est la deuxième langue, si c'est pas la première français, du coup, voilà. Parce que l'arabe, les voyelles, elles sont pas toujours écrites, hein, c'est ça? Attention, ça écrit aussi de droite à gauche. Hein. Ouais. Parce que parfois, je donne à Maya d'écrire un peu, elle l'écrit à l'envers, tu sais, elle commence du bout de la phrase, ouais. C'est pas, je pense, moi aujourd'hui, je le lis et je l'écris l'arabe, hein. Que j'ai quand même fait jusqu'à mon bac et après mes études supérieures en Tunisie. Mais sinon, c'est pas une langue facile. Hein. Moi, je la vois, je limite au chinois, japonais, voilà, c'est un peu dans les mêmes catégories, tu vois. Ouais, si j'en parlais avec... Tu connais Chin? Oui, ouais. Oui. Lui, il t'expliquait que c'est vrai qu'en chinois, c'est des idéogrammes. En fait, si tu le connais pas, tu sais pas les lire. Ouais. Qu'en français, tu peux lire un mot que tu connais pas. Donc, c'est sûr que c'est compliqué les langues. Ouais. Et moi, j'ai une tante marocaine, je sais pas, elle est revenue vers 20 ans en France et maintenant elle disait que à force d'être trop en France, parfois elle traduit en français ce qu'elle lit de l'arabe alors que ça peut t'arriver, hein, fais attention, hein, mais c'est pour ça qu'il faut aller tous les mois et demi en Tunisie, mais pas c'est perdre vrai. le fil, comme moi je rentre souvent en France pour pas perdre le fil. Mais c'est marrant, quand je suis venue en France c'était plutôt l'inverse, et là c'est vrai que ça peut arriver dans l'autre sens, Très, très intéressant. Ok, et là tu vas te lancer dans le marchand. C'est ça. C'est souvent l'étape quand on a trop d'argent, voilà, c'est comme ça, on investit, on a fait des billets, on sait plus quoi en faire, on fait du marchand, puis aussi on a beaucoup de locataires à gérer. Au bout d'un moment, humainement, c'est beaucoup plus simple d'aller sur des projets comme ça en one shot. Tu peux nous raconter un peu? Oui, en fait, pour ça fait un moment, je pense que c'est un peu l'acheminement d'une personne qui adore l'investissement. Ça arrive au marchand tôt ou tard. D'ailleurs, déjà, enfin, moi, tu sais, Aline, que j'adore, déjà, les marchands, depuis début d'année dernière, enfin, tu sais, j'ai des peurs et des croyances par rapport à ça, mais en même temps, je veux me lancer. Et c'est un peu mon freinage. Il y a Tony aussi, qui m'inspire beaucoup, vie de liberté, que j'adore. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup rassurée quand on était au MMA ensemble. Et petit à petit, j'ai fait aussi le mastermind dernièrement au Maroc avec Christophe, avec aussi beaucoup de personnes, Aurélie, Émilie, enfin des personnes marchands, en plus des femmes, qui font des chiffres magnifiques. Et ça m'a boosté. On va dire, ça a un peu freiné les peurs que j'ai. D'y aller, passe à l'action. Et en même temps, on va dire quand on est aligné, il y a même des choses qui se présentent. Moi, j'ai une locataire qui est décédée l'année dernière, en décembre, et avant son décès, on s'est mis d'accord en proposition orale d'acheter sa maison, qui est très bien placée à Toulouse. Et la maison de ta locataire. Ouais, en fait, oui, c'est un peu spécial. Elle était locataire chez toi, elle avait notre maison. Voilà, c'est la maison qu'elle a héritée de sa mère, mais elle voulait pas y habiter, pour X raisons. Du coup, voilà. Et encore, elle n'arrivait pas à s'en séparer, voilà. Mais c'était oral. Après 3 semaines, elle décède, mais en fait, j'ai gardé les clés de la maison. Elle m'a laissé les clés de la maison. Et d'ailleurs, heureusement, sinon je les retrouve pas dans l'appartement, comment elle l'a laissé, voilà. Du coup, j'ai contacté le notaire qui gère la succession, qui a géré la succession de sa mère. Et finalement, en fait, c'est une fille unique. Il n'y a pas de, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant et elle n'a pas d'héritier. Et même pour les obsèques, en fait, c'est moi qui ai géré tout avec mon père. Ouais. C'est pour te dire, c'était lourd psychologiquement. Je veux le croire. Et même après, derrière l'appartement, il faut le vider. On a tout rapatrié chez la maison à sa maman. Mais bon, c'était formateur. Aujourd'hui, quand je passe par une expérience pareille, je me dis quelle leçon en tirer et je suis reconnaissante à l'expérience. Et là, on se dit heureusement qu'on a un peu le matelas pour chaque appartement pour rembourser le prix d'un appartement qui se loue pas, où il n'y a pas de loyer qui rentre. Et finalement, en fait, ça a mis presque une année qu'ils ont trouvé, en fait, ils ont engagé une généalogiste et ils ont trouvé à la 4e génération 9 cousins. Ok. Et du coup, 9 cousins, je leur dis, moi, j'ai montré ma motivation à quand même racheter la maison.
Ils n'étaient pas contre, parce que je lui ai raconté un peu les côtés émotionnels. Je pense qu'il la connaît plus qu'eux. Il a connu Ouais, Sonny Dadon ça, du Père, hein. sinon, il aurait su, qu'elle était décédée. Mais comme c'est un actif successoral, c'est positif. Du coup, forcément, même si c'est 10 000 € chacun, ils vont le prendre. Et du coup, voilà, il y a eu certainement un commissaire-priseur pour évaluer tous les meubles, pour quand même, parce que finalement, ils payent 65% de frais de succession, c'est énorme. Au moins que les meubles, tout ce qu'il y a dans la maison, ça sort de cette évaluation. Et on s'est mis d'accord dernièrement pour une offre. Ils ont accepté l'offre et on va signer le compromis bientôt. Et cette maison, elle est très bien placée, mais elle est dans son jus. Et elle est aussi, une fois qu'on visitait, il y avait le voisin qui est à côté. Il dit, ça tombe bien, cette maison, elle est pas habitée, normalement, on va l'acheter et tout. Il a dit, est-ce que je peux acheter un bout de parcelle derrière de terrain? J'aimerais bien agrandir mon terrain pour mes enfants, voilà. Voilà, ça peut tout à fait, comme c'est un terrain un peu atypique, du coup, on va diviser le terrain. Normalement, ça doit être vendu aux voisins. Et la maison, elle va être rénovée. Bien sûr, pour ne pas tomber sur la TVA totale, bien sûr, rénover sur les règles de l'art, mais en même temps, bien optimiser ce volet-là. Et elle peut être revendue. Pour te dire, il y a facilement en fait une très très belle marge dans cette opération. Tu peux raconter un peu pour ceux qui sauraient pas, donc il y a la TVA sur marge, souvent quand on fait du marchand. Donc si tu peux raconter un peu. En fait, je peux voir. D'ailleurs, déjà. La TVA, c'est hyper essentiel vu que c'est. D'ailleurs, ceux qui font de l'aménagement foncier, ça peut passer sur la TVA totale et pas sur la TVA sur marge. Et quand on achète une maison, qu'on veut en fait vendre la parcelle, c'est bien qu'on fait une ventilation au moment du compromis pour que sur le terrain on paye pas la TVA totale, sinon ça va être la TVA totale. Et après pour TVA totale, c'est en fait la TVA sur le prix de vente. Alors voilà, c'est comme si vous n'aviez pas acheté à la base, si vous l'aviez eu gratuitement, donc ça va. C'est ça. Ça va pas. Et après en plus pour les propriétaires, ça va pas leur poser problème. Pourquoi? Parce que c'est pas leur résidence principale. Parce que quand tu fais la ventilation terrain résidence principale, ils auront quand même la plus-value à payer sur le terrain. Là, c'est bon, ils vont payer la même chose, ça dérange pas. C'est déjà assez qu'ils payent. Voilà, exactement, 65% quand même. Hein. Et après la maison, en fait, on fait, je crois, il y a 6 ou 7 postes qu'il faut pas dépasser, sinon on va tomber sur la totale. Et du coup, nous, on va rester dans le quota. 6, 7. Enfin, changement de radiateur, changement de menuiserie, c'est des changements, agrandissent. Enfin, c'est des, je les ai pas en tête, mais il faut faire attention par rapport à ce volet de TVA qui peut tout changer dans le calcul. Ah oui, parce que si vous achetez, par exemple, le terrain à 50 000, vous le vendez 100 000 et vous avez la TVA totale, ça va faire 20 000. Votre marge, c'est plus 50. C'est 30. C'est 30, voilà. Mais d'ailleurs, même pour la marge, moi, je vois des investisseurs qui font plutôt la marge par rapport au prix d'achat. Moi, je dis plutôt, il faut faire la marge sur le prix de revient. Pour avoir plutôt le pourcentage qui est correct par rapport, et réel, surtout par rapport à la marge. Et cerise sur le gâteau, en fait, moi, comme je fais en ce moment un défi live tous les jours, pendant 365 jours, je suis à mon 100e aujourd'hui. C'est fou, hein. Sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Invest. C'est ça. Et du coup, je partage en fait l'inspiration du jour, de ma journée. J'ai partagé ça. Et ils m'ont dit, c'est cool, est-ce qu'on peut participer? Moi, j'ai 10 000, j'aimerais bien, j'ai confiance en toi, voilà. Je dis, magnifique. Moi, je voulais aller plutôt en trésor perso et avec un marchand pour le volet formation. Et un prêt marchand? Tu voulais un prêt de marchand? Non, prêt de marchand, en fait, la première opération, ça va être, ça va piquer. Hein. J'ai pas envie de perdre mon énergie, alors que derrière, voilà. Du coup, je me dis, au moins, quand je vais les voir, j'ai fait déjà des opérations et c'est rentable. Même pour moi, l'argument, c'est plus convaincant pour moi. Hein. Du coup, si c'est pas convaincant pour moi, j'arrive pas à le passer au banquier. Et du coup, voilà, je me suis dit, magnifique, on peut mettre en place l'investissement participatif comme ça, entre nous, qui veut, voilà. Le lendemain, je fais une story, je dis, voilà, merci, vous êtes ma source d'inspiration. Pour les personnes qui veulent me lancer avec moi dans le marchand, et grâce à vous, je pourrais aller dans d'autres opérations et plus rapidement, et en fait, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Une box, vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quelle ville? Vous êtes prêt à mettre combien de montants? J'ai mis, des tranches, de 5 à 10, de 10 à 20, de 20 à 50 et plus de 50. J'ai eu 120 personnes à peu près qui ont participé au sondage. Ah ouais. Ils ont mis, ouais.
La puissance d'Internet, c'est fou. C'est fou, hein, vraiment. Moi, je leur ai dit, je leur ai expliqué aussi ce volet. Tu sais, enfin, c'est important d'aller dans le côté confiance par rapport aux gens. Je leur ai dit, écoutez, si vous êtes une personne morale, vous allez mettre en place votre excédent des trésoreries, soit à travers des contrats obligataires, ou bien ça va être directement à personne physique. Que voilà, moi, je ferai la reconnaissance de dette. Et derrière, en fait, il y aura 10% d'intérêt à l'année. Ouais. Qui est magnifique en termes de pourcentage, et moi je vais que dans des opérations sécures pour assurer que en 12 mois c'est fait et que les gens ils ont déjà repris leur argent. Et je leur explique, si vous êtes en impôt sur les sociétés, ben ça va être plutôt dans votre c'est l'impôt sur les sociétés, dans les bénéfices. Et si vous êtes en personne physique, attention, c'est pas 10, c'est 10%, c'est qui sont bruts. Attention, vous allez avoir les 30% de flat tax. Et je leur expliquais avec un calcul et tout ça pour que la personne qui vient sait très bien au moment où elle met son argent et au moment où elle le récupère, combien elle va avoir d'impôt dessus. C'est important. Et du coup, voilà, on va le mettre en place. Ok. Ça va tout financer, 120 personnes, je suppose. Ouais, normalement, en fait, on a levé plus. Voilà, que le projet, et d'où le fait que, pour te dire, en fait, une fois que t'es lancé. Moi, je parle beaucoup. Une fois que j'ai un projet en tête, j'en parle. Et on fait du projet clé en main aujourd'hui. J'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que c'est plus des personnes qui viennent me voir directement, soit qui sont à l'étranger, qui veulent investir cash en France, ou bien des personnes qui sont en région parisienne, qui veulent investir dans le sud pour avoir la rentabilité et qui n'ont pas le temps surtout. Du coup, on met en place ça. On est à une dizaine de projets aujourd'hui. Et avec la société de réno, du coup. Ouais. Non, en fait, avec la société d'accompagnement plutôt. C'est un accompagnement qu'on fait. Mais en fait, tu vois, tout est autour. Ouais. Ils font la rénovation s'ils veulent avec notre société de rénovation, et aussi s'ils veulent la sous-location ou bien la conciergerie avec la société. Okay. Et du coup, en fait, là, ça fait mutualiser les sociétés. Et derrière, en fait, dans un projet clé en main, on était sur une opération, d'ailleurs, elle est en travaux d'un immeuble de rapport. C'est une pharmacienne qui vend. Et du coup, moi, voilà, j'en parle. Elle me dit, bravo, moi aussi, je suis investisseuse et aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je vends pour vivre ma retraite. Mais tu sais, c'est le meilleur. Moi, je suis pharmacienne. C'est ce qui rapporte le plus, c'est l'immobilier. Hein. Ouais. Alors qu'elle est pharmacienne, c'est pas le métier le moins bien payé du monde. Hein. Bon, après, ils ont des galères aussi, mais bon. Il y a des gens qui toussent dessus toute la journée. Ouais, mais même côté marge, hein, mais ça, c'est un autre sujet, ouais. Et du coup, je lui dis voilà, et je lui explique un peu mon parcours. Elle me dit bravo, à 35 ans, les 35 ans, je vous ai pas dit, t'as fait ça, c'est magnifique. Je lui dis voilà, et je me lance aussi dans le marchand, je suis en train de chercher des opérations, est-ce que vous avez d'autres biens à arbitrer? Elle me dit, dis donc, moi j'ai un terrain de 4000 mètres carrés, que normalement si tu le divises en 4, tu peux avoir tac. Franchement, je peux le faire, mais j'ai pas envie de m'emmerder. Je lui dis, on peut faire une visite? Il me dit, oui, y a pas de souci. Du coup, peut-être il va y avoir un terrain, aménagement foncier à venir. Ah ouais, trop bien. Ouais. Et comme il est zone ABF, en fait, je pense que ça va être hyper formateur et hyper chiant de ma procédure. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle l'a pas fait, la formation. Mais je pense, ouais. Non, cool. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de tes projets. Super. Tu vois, l'an dernier au dîner des gentlemen, il y avait eu deux personnes qui sont d'ailleurs auditeurs, en tout cas de temps en temps dans mon podcast, et qui avaient que, je crois, 400 abonnés sur Insta, et ils avaient pu se lancer en marchant. Toi, t'en as beaucoup, hein, plus de 30 000, hein, je pense. Je suis à 30 000, mais moi, en fait... 1% de la Tunisie te suit, presque. Voilà. En fait, c'est que moi, je suis entre... Il y a des résidents tunisiens et des non-résidents tunisiens. Ouais. Et comme, en fait, j'accompagne même en formation dans les deux pays, ce qui fait que, en fait, que ceux qui sont en France qui peuvent passer dans l'investissement participatif. Et là, encore, j'ai pas mis dans les groupes d'investissement que j'ai, parce que dans chaque formation, j'ai un groupe d'investissement. J'ai pas lancé ce projet qui sont pas tout le temps sur Instagram pour voir. Là, c'était vraiment la base de données que j'ai grâce à cette story. Et surtout qu'il me relance à chaque fois. Alors, c'est quand Trop bien. Et je pense qu'on peut lever. Et là, tu te dis que finalement, en fait, l'argent, c'est pas le souci. C'est plutôt le comment, les actions à mettre en place. C'est pas trouver l'argent qui posera problème. Et d'ailleurs, pour te dire, je suis partie à la banque, du coup je lui ai expliqué un peu ce que vous voulez. Il était impressionné, il me dit mais vous nous bypassez. Je dis c'est exactement ça. Voilà. Et ce qu'il m'a proposé, il me dit ce que vous avez levé, on peut mettre en place dans deux apports, dans deux opérations. Okay. Et là, quand il a vu un peu comment la stratégie et il a vu un peu comment je fonctionne, en fait, c'est lui qui m'a proposé que finalement, le mieux de mettre en place dans les deux opérations un apport et nous on fait le levier derrière. Il dit on verra. Top. Écoute, je te souhaite plein de réussite dans ces projets. Merci pour ton temps. Merci. On a 1 heure de podcast, c'est nickel.
Et puis, on va passer une bonne soirée ce soir. Donc, Yes. voilà. Si on veut te contacter, Amani Invest sur Instagram, ouais. Oui. Top, si vous voulez. Tout est organique, voilà. Et sinon, on lance aussi, je sais pas si on en parle avec Aline. Hein. Tu peux parler de ce que tu veux, hein. Aline qu'on salue, qu'on embrasse. Ouais, Aline, elle est top. Hein. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sous le nom de Aline Invest. On lance un peu comme les J'irai investir chez vous, des gentlemen. C'est une inspiration par rapport à leur coaching, mais au féminin. Attention, nous, on est 2 femmes, mais pas pour que les femmes. Ouais. On veut bien avoir des hommes aussi. Nous, on n'est pas là pour diviser les gens ici. Hein, non, c'est pas le but. Hein. Du coup, voilà, on veut bien transmettre. Hein, et je pense, j'ai retrouvé un peu ce côté transmission et formation, l'humain, par rapport à mes étudiants. Et voilà. Top. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et une bonne journée. Et à bientôt. Merci, bonne journée. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'Amani vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré moi-même. Comme quoi, il y a toujours 1 million de possibilités pour faire des gros billets. Merci à ceux qui ont noté de nouvelles notes sur Apple Podcasts, 108 notes, 170 notes sur Spotify. Ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.